Les Pistonnés, le talk numéro 1 sur la Formule 1 et son rendez-vous du mercredi, son rendez-vous de débat qui traite des sujets sans tabou avec la crème de la crème des chroniqueurs français. Qui dit débat dit Hamza Ramani, dit aussi Brice Germain. Salut les gars. Bonjour mon cher Manu. Bonjour. 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 Je note un truc les gars quand même, cette semaine, les hommes de Gousse sont habillés en vert. Ah. Voilà. Bon, allez, tu sais quoi. C'était gratos et dit comme c'est ça. bien parce qu'on le voit pas. Hein. Non, c'est vrai. Bon, je le cache parce qu'on parle de Mercedes un petit peu aussi. Tu sais, c'est bicouleur quand on parle de Mercedes cette année. C'est très Aston quand même depuis Alonso. Hein. C'était très souvent en Tu vert. sais qu'on m'a offert d'ailleurs, je viendrai un jour en plateau avec, on m'a offert la parka Aston Martin. Voilà, maintenant je suis un gars d'Aston. Oh. Moi. Mais Ouais, oui, ouais. t'offres. Ouais, non, mais c'est un cadeau qui vient de derrière les fagots, mais vraiment, je vous expliquerai en antenne. C'est pas Aston qui l'a envoyé, en tout cas, c'est une certitude. Les gars, on a un débat aujourd'hui, début de saison, pas mal de choses à dire sportivement. Il y aura d'autres formats le mercredi, hein. Il n'y aura pas que des débats, là on commence parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mine de rien, sur l'aspect sportif. Mais vous verrez, on va sortir, on va aller un petit peu à l'extérieur, on va faire bouger aussi également un peu la formule. Pour commencer, ce mag, les gars, d'habitude, on a le courrier des lecteurs. Il y a eu des très bonnes choses qui ont été dites et écrites dans les commentaires. Donc, continuez parce que vous êtes super inspirés depuis le début de saison. Mais surtout, les Pistonnés ont eu les honneurs du Figaro, les gars, ce week-end, qui a parlé de nous et qui nous a recommandé dans le top 12 des influenceurs mondiaux qui font la Formule 1. Alors, on y apprend. Alors, regardez cet article. On va en parler de cet article juste après. Mais si on peut le garder, on y va tout de suite. Intégré sur la chaîne FT Sport, plus de 100 000 abonnés, les Pistonnés savent rebondir sur toutes les actualités polémiques et Grand Prix de Formule 1 avec une formule qui fait le bonheur des radios et des télés, le débat, tout en restant audible et courtois. Ça, je suis pas sûr qu'ils en regardent vraiment. Ouais. Ça, c'est pas infidèle, ça. Les 3 ou 4 participants échangent des arguments et leur vision de la discipline stimulant. Merci beaucoup Florent Baraco, c'est l'auteur de cet article. Nous sommes stimulants les gars. Alors on y apprend plein de choses dans cet article. On y apprend notamment, regardez, qu'Antoine, le copain du pit stop, est un garçon intransigeant. On y apprend que notre Pierrot Despiello est le nouveau Jean-Louis Moncet. Et on y apprend aussi également qu'Hydro est un amuseur. Voilà, c'est ça. Donc allez voir ce super. Ça fait quand même Avengers tout ça. C'est vrai. Imaginez là. C'est un peu Ferrari 2026. hop, on pioche. Nous aussi, on va se mettre au niveau. En tout cas, voilà, c'était important de le partager avec vous. On s'est pas mal marré, on se l'a envoyé avec Pierrot, notamment. On a beaucoup rigolé sur le côté, le nouveau Jean-Louis Moncet. Oui. Ça l'a fait rire. Allez, régale-nous. Imaginez Pierrot. Alors, effectivement, bienvenue dans ce Fast Five. C'est un filet à patte. Pas vous la prendre à vous, le cher viewer. Le Fast Five, c'est un incontournable. Abonnez-vous. Monsieur Ramani, je vous vois pas abonné. Abonnez-vous. On attend Jean-Louis Moncet, évidemment. Jean-Louis revient quand il veut. Hein. L'imitation est la plus belle forme de flatterie. Les deux Jean-Louis d'ailleurs. Les deux Jean-Louis. Parce que maintenant ils sont deux. Voilà. Avec Pierrot ? Bah oui. L'autre Jean-Louis. Je suis Donnarumma ? J'ai pas compris. Voilà en tout cas pour cette petite intro les amis. Allez, on se lance tout de suite dans le débat. On a beaucoup de choses à dire et on a peut-être un procès à ouvrir, celui de Mercedes et pourquoi pas celui de Toto Wolff. Jingle. Est-ce que cette voiture est une bouse ? Tiens, justement, pour reprendre encore une autre imitation. Allez, vas-y, s'il te plaît. C'est une pousse. Là, à l'époque, il était chez Ferrari. Hein. Jamais 203 semble rimer avec saison galère pour Mercedes. Un gros plan sur Amazon, Bien mal parti dans ce début de saison. Là, on rigole, mais je peux vous dire que ce qu'on va sortir dans quelques instants. Excuse-moi, faut surtout dire que ça, là, c'est notre quotidien. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Avant chaque émission, mais 50 minutes de show et on se régale. Exactement. Arrêtez de me dépeindre comme la lourdeur incarnée. Non, le talent humoristique. J'aimerais avoir dans cette l'univers. capacité justement de... Moi, j'aimerais avoir cette chronique surtout. L'imitation. Parce que l'année dernière, vous avez été 200 000 à envoyer des messages à Brice. Ça va J'ai venir. dû passer Ça mon va compte venir. en privé. En plus, Jérémy de F1 Loop est très très chaud pour Mais faire quand un on est très beau ensemble, featuring. on est resté ensemble 5 heures. Oui, vas-y. On est resté ensemble 5 heures à attendre du coup entre l'émission preview de Bahreïn et le Grand Prix à commenter. On n'avait pas de badge, donc on est resté dans la même salle pendant 5 heures. Je vous raconte pas les nerfs d'imitation tout le temps. On a parlé uniquement en Gaëtan Vigneron pendant 5 heures.
avaient pendant plus de voix. 5 heures. Ils avaient plus de voix pour commenter la course. Il allait chercher une canette, je faisais oh là là, bien joué. Carlos Sainz est revenu avec un Coca-Cola. Mais Verstappen, on n'a pas arrêté. Là où Jérém est bon, en plus, c'est que dès que Brice part, Jérém derrière, c'est le poisson pilote. Un comique de répétition, mais insupportable. On va les filmer. Maintenant, en fait, on va pas leur dire, on va foutre des caméras, on va les filmer, puis on découpera, puis on sera retrouvés sur les réseaux sociaux. Et tout le monde aura l'occasion de se marrer, pas seulement Hamza et moi. Et Lucas par les fins aussi également pour le week-end. Les gars, ouvrons le dossier Mercedes. Je disais, jamais 203 semble rimer avec les saisons galères de Mercedes, bien mal parti dans ce début de saison. Regardez cette déclaration qui nous a inspiré justement ce débat, c'est Lewis Hamilton, c'était sur Sky Sports, c'est pas en conférence de presse, à l'issue de la course justement du côté de Jeddah. La voiture est bonne à basse vitesse, elle est pas si mal à moyenne vitesse, mais à haute vitesse, nous sommes à des kilomètres de la concurrence. C'était comme si j'étais dans une catégorie différente, c'est frustrant de se retrouver 3 ans de suite dans la même position. Je sais que tout le monde à l'usine fait de son mieux, mais il faut absolument que nous fassions des changements importants. Nous n'avons peut-être pas assez fait de changements. Si vous regardez les 3 équipes qui nous précèdent, elles ont encore des concepts différents des nôtres. On va essayer de décrypter justement ce que veut essayer de nous dire Lewis Hamilton à travers cette citation avec ce tableau. Quelles sont les problématiques de cette W15 ? Est-ce qu'elle est déjà défectueuse ? Est-ce qu'il n'y a déjà plus d'espoir pour la voiture noire ? Avant Bahreïn, on a vu les promesses de James Allison, rappelez-vous, qui promettait le 2e rythme en course devant Ferrari et les doutes de Lewis Hamilton. Il semblerait d'ailleurs que Lewis Hamilton ait gagné au jeu de la vérité. Une voiture qui ne veut pas enlever son parachute, 2e pire point de ce week-end devant As, pas bonne dans les virages à grande vitesse, toujours victime de problèmes de rebond. À se demander si Mercedes n'était pas d'ailleurs la 5e force en Arabie Saoudite. Quid de la performance du côté de Bahreïn avec ses problèmes de refroidissement. On évoque du côté de chez Mercedes et Toto Wolff un problème de simulateur et de corrélation bien sûr sur la piste, et puis l'obstination qui exaspère Lewis Hamilton, c'est cette hauteur de caisse très basse. Mercedes a la voiture qui roule le plus bas, le plus proche du sol par rapport aux autres écuries qui pourtant performent plus. Est-ce qu'après 2 courses on est déjà inquiet de ce côté de la table et de ce côté de la table concernant la saison à venir de Mercedes? Moi je suis pas tant inquiet pour la monoplace en elle-même que pour l'état d'esprit qui règne depuis 3 ans et qui semble être malheureusement un ancrage dû aux années de domination qui est si l'ordinateur dit ça, on fait ça. Sauf que l'ordinateur n'est pas la piste et sauf que ça ne sert à rien d'avoir des pilotes qui ont un retour technique aussi performant que celui d'Hamilton, Russell aussi j'imagine au vu de sa proactivité par rapport au développement de la voiture, si c'est pour ne pas les écouter et si c'est pour rester obstiné dans une trajectoire qui est celle de ce problème, il est là, alors que c'est pas forcément le cas. Pendant 6 mois, 8 mois, ça a été le rebond, Red Bull n'a pas de rebond. Ok ? On a réglé le rebond, les problèmes étaient toujours là. Ensuite, ça a été les 0 pontons. On a mis des pontons, les problèmes sont toujours là. Donc, à un moment donné, il faut essayer de comprendre la voiture dans un package global qui n'est pas juste celui d'une problématique en particulier. Red Bull va tester le 0 ponton et va certainement être largement plus performant que Mercedes. Donc, il y a un problème de hier chez Mercedes. D'ego peut-être, d'ego des... Pourquoi t'es mort de rire ? Pourquoi t'es mort de rire ? Si c'est mon argumentation qui est éclatée au sol. Quand t'as fait le 0 ponton, on aurait dit Frédéric Antonetti. Mais en fait, tu le fais, t'es même pas conscient. T'es même pas conscient. C'est incroyable. Excuse-moi. Pourquoi j'ai fait... Non mais... 0 ponton. Ah, 0. Je saute ? Je sais pas, bref. Bah enchaîne maintenant. Maintenant que non mais en fait, je te rejoins dans ton argumentation parce qu'effectivement en fait t'as l'impression que tu mettrais Yuki Tsunoda et Lance Stroll à la place. C'est pareil puisque t'as des pilotes que tu n'écoutes pas. En termes d'écoute, ouais. Mais c'est aussi, on peut pas être hypocrite et malhonnête en disant qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Du coup, Mercedes est coupable de ne pas écouter ses pilotes, lorsque c'est aussi ce qui a fait le sel des 8 titres de champion du monde constructeur. C'est pas la même ère, hein. Non mais c'est une ère différente où la domination moteur était totalement était écrasante à l'époque, ok. Mais ce qui a marché, moi je peux comprendre aussi que la philosophie elle est tellement ancrée au point où tu puisses te dire ça a marché 8 années de suite, ça n'a pas marché en 2022, ça n'a pas marché en 2023, mais bon on va réessayer quand même. Parce que c'est ce qui t'a apporté autant de succès. Après effectivement moi ça me dérange comme toi, quand je vois, c'est Hamilton et Russell les pilotes. Donc quand effectivement tu as des retours techniques
des pilotes qui te disent on ne va pas dès le début, on ne va pas dans la bonne direction. J'ai vu passer un tweet je crois que c'est The F1 Whisperer qui disait Hamilton, après 2 tours sur les essais libres 1 à Jeddah, il a compris déjà qu'il y avait un problème avec l'arrière. Non, mais elle chassait la Merco. En fait, quoi qu'il arrive, moi j'ai quand même tendance à écouter le pilote parce que c'est celui qui conduit la voiture. Et je repense en plus à ce que disait Charles Leclerc en pré-saison. Il disait c'est pas parce qu'une voiture est plus agréable à piloter qu'elle est plus performante. C'est vrai. Alors, ok. Et ça va avec le cas Mais Mercedes. en même temps, lorsque chez Mercedes, une année tu n'écoutes pas, 2 années tu n'écoutes pas, 3e année tu n'écoutes pas, c'est peut-être que les pilotes qui ont 20 ans ou 15 ans d'expérience ont peut-être un peu raison quand même. Mais attends, là où c'est paradoxal, rappelez-vous de l'interview incroyable de James Walsh sur Canal+ pendant les essais privés hivernaux de Bahreïn, où je crois que c'est Julien Febvre qui lui pose la question, qui lui parle du départ de Lewis Hamilton. C'est quoi le plus grand impact du départ de Lewis Hamilton de Mercedes? Et James Walsh dit, quand on a Lewis Hamilton avec soi, c'est avant tout un feedback technique incroyable, c'est un pilote qui vous apporte des informations sur le ressenti justement dans le baquet qui permettent de trouver justement la recette pour avoir la voiture gagnante. Peut-être que nous de l'extérieur, tu vois, donc c'est un peu paradoxal avec ce qu'on peut dire. On n'a pas toutes les infos, on n'est pas en inside, mais peut-être qu'on caricature aussi le trait on n'écoute pas les pilotes. Parce que comme James Wolf te dit, Lewis peut nous permettre ceci, peut nous permettre cela, c'est qu'on l'écoute quand même un minimum. On l'a écouté à un moment donné, je pense. Mais on l'écoute avec des retard. Mais est-ce qu'on l'écoute sur des réglages ou est-ce qu'on l'écoute sur un concept? Écoute, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Oui, en fait, je pense qu'à mon avis, le concept, ils le font par rapport à l'ordinateur et que derrière ils optimisent par rapport à ce que disent les pilotes. Mais rappelle-toi de ce que disait Bottas et que tu ressors tout le temps. Non, on va faire ça, l'ordinateur dit ça. Alors justement, c'est intéressant. Regardez ce que Toto Wolff a dit. C'était à l'issue du Grand Prix d'Arabie Saoudite sur les antennes de Sky Sports. Il fallait regarder le débrief Sky Sports parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Lewis Hamilton, on a vu la citation tout à l'heure. Et là, désormais, la citation de Toto Wolff. Nous avons un gros problème. Nos capteurs et nos simulations indiquent que dans une certaine plage de vitesse, nous devrions avoir une certaine force d'appui. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Peut-être un problème aussi également, on va dire structurel. On rappelle que le concept sans ponton devait, sur les ordinateurs, apporter un niveau de performance important. Là, ce que nous explique Toto Wolff, c'est que en baissant le plus possible cette hauteur de caisse, normalement, il devrait avoir beaucoup plus d'appui, notamment dans les virages rapides. Et cet appui, les pilotes, justement, n'arrivent pas à l'avoir et s'en plaignent dans ce type de virage. On peut se dire qu'ils écoutent trop les ordinateurs. On peut se dire aussi que leurs ordinateurs n'ont plus l'air calibrés, régulés, en tout cas, pour leur donner les bonnes informations. Peut-être pas avec cette réglementation, en tout cas. Mais je vais prendre un parallèle tennistique. Rafael Nadal est certainement dans les 3 meilleurs joueurs de tous les temps de tennis. Et pour autant, tout le monde, en tout cas ses détracteurs, lui rappelleront que hors Roland-Garros, c'est compliqué. Il y avait une force qui était le physique sur lequel, sur la terre battue, il arrivait à épuiser ses adversaires. Mais sur les autres, tennistiquement parlant et techniquement parlant, il avait des lacunes par rapport à un Djokovic ou un Federer. Là, moi, le parallèle là où je le fais, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que Mercedes manque cruellement d'agilité sur sa palette de puissance quant au fait de délivrer une bonne monoplace en toute ère de réglementation et en toute situation par rapport à une concurrence donnée. Et c'est ça, moi, le problème, c'est que je trouve qu'il manque d'agilité. Red Bull a su dominer pendant 4 ans, de 2010 à 2013, et ensuite, s'étant rendu compte que le problème était un problème de moteur, mais que le dessin de la monoplace était suffisant, ils sont passés chez Honda et ont réussi à revenir sur les dernières années de la réglementation à hauteur de Mercedes. Là, maintenant, c'est une ère de dessin, on connaît la puissance de Red Bull là-dessus, mais ils ont réussi à comprendre qu'il fallait s'agiliser pour revenir et que ce n'était pas dans leur ADN de performance. Mercedes, là, leur ADN de performance, c'est la puissance de leur outil de simulation qui savent leur donner les concepts qu'il faut. Si ce n'est plus le cas, je pense qu'il ne faut pas 3 ans pour te rendre compte. Et que, à force d'avoir éprouvé des concepts ou des tentatives ou avoir réglé certains problèmes et que ça ne marche toujours pas, c'est dire que on cherche à régler les problèmes circonstanciels et non structurels chez Mercedes et qu'à partir de là, c'est mettre à chaque fois des pansements sur des artères ouvertes. Mais que la W13 règle les problèmes de la la W14 règle ceux de la W13, la W15 règle ceux de la W14, mais au final, la Mercedes est toujours loin de la victoire. Et c'est ça le problème. Chaque année, tu as l'impression d'avoir les mêmes problèmes. Alors peut-être pour les mêmes causes, mais nouveau concept.
on a des problèmes. On va essayer de trouver des solutions. Les solutions arrivent tant bien que mal sur la fin de saison. Ça va mieux sur la fin de saison. Du coup, on va reprendre On y quand même croit. la base, on y croit. On va améliorer le concept et on repart. Et en fait, c'est un cercle vicieux dans lequel aujourd'hui se retrouve Mercedes parce qu'ils ne sortent pas de cela. Alors peut-être effectivement que l'explication, la dernière donnée par Toto Wolff, est la plus proche de la vérité. Ça, nous, on n'en sait rien. Et On a envie de le croire. Ouais, j'espère pour eux que c'est ça, parce que ça commence à... Il y a beaucoup par rapport à ce que l'on écoutait, ce que l'on pouvait entendre en début de saison, il y a un décalage entre le discours de pré-saison avant le premier Grand Prix et ce que l'on a aujourd'hui. C'est... Oui. Trois concepts, et les trois, somme toute différents, amènent Les mêmes problèmes. une traînée de dingue, un peu moins cette année, mais une traînée de dingue, et un arrière Mais c'est pas nouveau ça. trop fait Andros. Je vais même te dire un quatrième concept. 2021, rappelez-vous, on était au Castellet, les gars, et on la voyait, cette Mercedes, qui avait des gros soucis avec son arrière. Alors à l'époque, c'était un changement de réglementation à quelques mois du début de la saison, qui à l'époque, on avait dit, avait avantagé Red Bull. Mais 2021, début de saison, première moitié de saison, elle a déjà des problèmes à l'arrière, cette Mercedes. Est-ce qu'on peut être... Justement, est-ce qu'on peut d'ores et déjà enterrer cette W15 ? Les mots sont forts. Un petit peut-être mot d'optimisme de la part de George Russell, qui nous disait ceci hier en conférence d'après-course. On voit du potentiel avec la voiture, mais nous n'avons pas réussi à le montrer quand il le fallait lors de ces 2 derniers week-ends. Mais c'est très serré entre Aston McLaren, nous et Ferrari, mais on devrait être à l'avant de ce groupe. On doit être par rapport au statut, hein, bien évidemment. Est-ce que c'est que de l'optimisation de setup ? C'est-à-dire ce qui est pas mal revenu aussi dans les mots, dans la bouche de Toto Wolff. On comprend pas bien encore la fenêtre d'utilisation de cette voiture et quand on va le comprendre, là on sera peut-être de retour à la lutte. Ou pour vous le problème il est bien plus profond comme semble le dire Lewis Hamilton. J'ai l'impression qu'ils sont perdus par moment. Enfin, regarde ce qui s'est passé à Jeddah. Hamilton, il te dit l'aileron arrière, l'arrière ça va pas. Ils sont arrivés avec un nouvel aileron arrière. Ils changent d'aileron arrière entre les essais libres 1 et 2. Ça va toujours pas en essais libres 2. Essais libres 3, ils reviennent à ce qui s'était fait lors des essais libres 1. Alors, c'est du test. Certains diront oui, ils tentent. Mais tenter dans cette configuration-là, effectivement, j'ai l'impression qu'on est un peu perdu chez Mercedes. Puis après, on a vu Russell performant à Bahreïn. Hein. Il fait 4, je crois. Non. Ah bah oui, pardon, excuse-moi. Oui, t'as raison. Bahreïn, oui, je pensais à Jeddah. Et on a vu les Mercedes très prometteuses sur certains runs. C'est Leclerc qui est 4 à... Il fait 5. Il fait 5, ouais. Ok. Mais on a vu les Mercedes assez prometteuses quand même sur certains runs d'essai à Bahreïn. C'est vrai. Donc, est-ce qu'elle est à enterrer ? Je sais pas. Enfin, même eux, ils savent pas. Donc, mais par contre, elle doit avoir une fenêtre. Elle doit avoir un truc qui la amène justement au niveau de ce que Russell appelle McLaren, Ferrari. Même si Ferrari, je suis pas sûr quand même. Ça me paraît loin pour le moment. Ça m'a l'air quand même assez loin. Ouais. Voilà, le discours commence à changer. Ouais. On comprend que Ferrari est un peu devant, chez tout le monde, hein. Surtout chez Norris. Norris l'a dit, Piastri, Alonso l'ont dit. Après, c'est facile de rejeter la pression sur Ferrari aussi, mais je suis pas sûr que ce soit qu'une histoire de pression. On l'a vu aussi nous en course. Oui, non, mais c'est vrai. Mais tu vois, elle a cette fenêtre là existante, mais est-ce qu'on peut dire qu'une voiture est bonne si sa fenêtre d'utilisation est minimale ? Bah c'est 2022. Tu gagnes au Brésil avec plein de circonstances parce que la fenêtre était vraiment très étriquée. Que ce jour-là, tu as la température avec toi, tu as le type de tracé, tu as beaucoup de choses. Cette victoire, elle a fait mal. Et cette victoire, elle a fait mal parce que derrière, elle a laissé penser aux ingénieurs de Mercedes qu'ils étaient justement dans la bonne direction. Plus que cette victoire, c'est en fait les fins de saison parce que c'est cette année-là où Hamilton presque gagne à Austin. L'année dernière. C'est que l'année dernière. Ouais, Austin. Okay. À chaque fin de saison, tu as l'impression, et on est les premiers à relayer, parce qu'effectivement, tu vois du mieux en piste. Factuellement, tu vois que c'est beaucoup mieux par rapport au début de saison et par rapport à l'écart de rythme que tu avais en début de saison face à Red Bull et que tu as désormais. Mais est-ce que effectivement ces fins de saison ne sont pas un peu en trompe-l'œil et ce n'est pas ce qui... Et empoisonne la vision. Effectivement, empoisonne la vision et la suite chez Mercedes, le développement. DTS, hein. Il le dit, hein. Il y a eu la victoire au Brésil, à partir de là, on s'est dit non, mais il faut pousser. Ouais, d'ailleurs, je commence à voir DTS et il y a une discussion avec Toto Wolff où il dit en fait on a fait une grave erreur, c'est de... Tout à fait. Ouais. Et elle est bonne la saison de Drive to Survive. Alors je suis loin de l'avoir fini, mais pour l'instant c'est pas mal. C'est très inside. C'est très inside. C'est très inside. Même si on continue avec ces aspects, bon.
Des petites radios truquées. Tu sais, moi j'ai jamais vu un ingénieur de piste dire à un pilote en plein dépassement flat out. Moi j'ai jamais vu ça. J'ai pas fait la même remarque. Si, c'est vrai, exactement. J'ai fait exactement la même remarque. Tout à fait, exactement. C'est un autre débat. Mais deux petites stats par rapport à la W15 sur les enchaînements de virages rapides. Mercedes est pire que Alpine. C'est fou. Hein. Pire que Williams. C'est fou. C'est la deuxième pire. On en parle, la confiance. Surtout à Jeddah. Si t'as pas la confiance sur ton train arrière, tu passes moins vite. Bien sûr. Donc c'est pas la performance pure en elle-même de la Mercedes. C'est ce que la stabilité de la Mercedes provoque chez ses pilotes qui derrière emmènent le peu de performance. C'est un package. Et je vous invite à voir ça. Je sais plus qui a posté ça. Il y a un comparatif des passages dans T6 et 7 de l'Autriche. Ah, de l'Autriche, pardon. Ouais. Entre la W14 et la W11 Oui. de Bottas et Hamilton. Au moment où Hamilton se met dehors en Autriche l'année dernière, je sais plus si c'est en essai ou en course, je n'ai plus l'idée. La vitesse à laquelle Bottas rentre dans ses virages comparé à Hamilton, et Hamilton se crache quand même, alors que Bottas elle est sur un rail, la W11, elle est sur un rail. Et quand tu entends les roues sur le vibreur à l'extérieur, là, sur l'avant-dernier virage, on dirait un piano. Mais tu te dis, il n'y a rien qui peut la déstabiliser. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce train arrière? J'en sais rien. Mais en attendant, c'est vrai que le problème, je pense, est le problème majeur, parce que visiblement, le concept aérodynamique, il le change 3 fois, il va. Enfin, il va. Il fait pas en tout cas de différence par rapport au précédent réellement. C'est ce train arrière le vrai souci. Et le train arrière visiblement dans tous les concepts il est pas bon. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne vient pas du tout de la philosophie aérodynamique de la voiture, mais qui vient peut-être de la conception interne de ce train arrière. Et là, peut-être qu'il va falloir repenser quelque chose de plus profond chez Mercedes. C'est ce que dit Lewis Hamilton. En fait, ce qu'il faut comprendre entre les lignes dans la citation qu'on vous mettait tout à l'heure de Lewis Hamilton, c'est qu'il dit j'ai l'impression, en regardant l'aspect visuel, ce qui est visible sur la voiture, que les autres ont beaucoup plus évolué que nous. Et lui, il parle justement de cette histoire de hauteur de caisse sur laquelle Mercedes semble s'obstiner. Est-ce que les autres, justement, ne sont pas obsédé par ce fond? On rappelle que sur les nouvelles voitures, l'appui est généré par le sol, par ce fond plat, ce fond strié désormais, et que les autres travaillent aérodynamiquement différemment sur justement la gestion des flux d'air et comment on envoie les flux d'air sur cet arrière de voiture. Je sais pas si c'est une solution, je suis pas ingénieur, mais j'ai quand même vu beaucoup d'écuries cet hiver travailler sur une chose, c'est le fait de se servir des entrées d'air de refroidissement pour ramener de l'air à plaquer au-dessus de la voiture, sur l'arrière. Que le dessous c'était bon, mais qu'il y avait besoin d'amener de l'air sur le train arrière. C'est le concept Red Bull, avec ses grands canons notamment. Oui, mais le faire de façon différente pour le coup, pour chacun. Mais les grosses évolutions cet hiver, c'est le passage de l'air latéral sur la voiture et le fait de le plaquer sur le train arrière. Donc effectivement, si le train arrière de la Mercedes reste simpliste comme ça, et que, encore une fois, je suis pas un G. Non, bien sûr, on fait avec les déclarations des uns et des autres. Juste, en fait, quand tu vois que ça a été le truc principal chez beaucoup et que, je sais pas si chez Mercedes ça l'a été, mais en tout cas, le train arrière de la Mercedes, il est très simple. C'est peut-être une chose à cogiter là-dedans, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que se voiler la face sur une question de zéro ponton, une question de... Enfin, tu vois bien, Red Bull, ils arrivent, ils vont faire un zéro ponton et c'est sûr que ça va marcher. Enfin, c'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment, globalement, la voiture, le concept influe pas tant que ça. Il y a des avaries majeures et qu'on a un peu masqué par cette question de concept. Et excuse-moi, vas-y. Non, très rapidement sur la W15, ça vaut ce que ça vaut, c'est anecdotique parce que cela ne fait que 2 grands prix, mais au constructeur, jamais depuis Monaco 2013, Mercedes n'était classé au-delà de la 3e place au constructeur. Aujourd'hui, ils sont 4e. Ce n'est que 2 grands prix, mais même 2013, avant l'ère de domination, ça vaut ce que ça vaut. Mercedes avait terminé 2e au championnat, mais Mercedes était insupportablement gourmand en gomme. Nico Rosberg tapait pôle sur pôle à l'époque, et au bout de 8 tours, était obligé de rentrer au stand et se retrouvait plus loin dans la hiérarchie. Ça ressemble pas à cette année, mais c'est dire sur un arrêt obligatoire que Netflix te vendrait comme oh là là, le drame.
Il a perdu des positions. Il rentre au stand, il en sort 15ème. Ça vois, aussi, faut l'expliquer parce que le grand public ne comprend pas. Ça fait 4 saisons que t'as pas regardé DTS. Un compliment pour DTS. Non, mais c'est voilà. Non, mais t'as raison. Enfin, moi, je pense au grand public qui pour connaît donner pas la trop. F1 qui tombe dessus. C'est vrai. Et, le mec, il est 3ème, il rentre au stand, il ressort, il est 15ème. Oh là là. Pourquoi il s'est est arrêté 15e. Oui, mais en fait, il faut expliquer, c'est un arrêt obligatoire que les autres vont s'arrêter. Mais bon. Il y a du trucage cette saison, mais à minima, il n'y a rien pour mentir aux gens. Pas de rivalité entre c'était qui? C'était Sainz et no Sainz Alonso. Sainz Alonso. Complètement. Ah, tu vois, je l'avais pas vu ça. Non, Bah non. ouais, ça existe pas. On en a déjà parlé, on a dit que tu as des insights, je trouve, qui apportent des éléments, en tout cas, pour nous qui suivons pour l'instant, les c'est Grands pas Prix mal, qui peuvent aider. Les gars, on a parlé des soucis de cette W15 et de cette saison 2024 qui commence bien mal pour Mercedes. Ouvrons un peu le spectre et posons-nous la question maintenant du projet sportif de Mercedes. Parce que là, quand même, on s'achemine vers une 3e année sans titre, ce qui est quand même pas rien. Non, mais c'est vrai, pour une écurie comme Mercedes. Quand Ouais, même. Ferrari. Non, mais bon, quand tu vois, oui, mais c'est pas la même histoire. Quand tu vois le ratio de titres de Mercedes, c'est quand même assez important. Le budget cap et le côté aussi fin d'hégémonie avec cette fuite des cerveaux. Cette semaine, on a parlé du départ de Jérôme D'Ambrosio, qui est pourtant présenté comme le futur successeur de Toto Wolff. On l'annonce du côté de chez Ferrari. Bonington, c'est pareil, ça fait plusieurs mois qu'on l'annonce chez Ferrari. Il y a Sierra qui est parti chez Ferrari. Eric Blandin qui est parti chez Aston Martin. James Walls qui est parti du côté de chez Williams. Bref, on a perdu un peu de matière grise chez Mercedes qui faisait quand même sa force. Le départ de son pilote iconique après 2024. Et puis, plusieurs questions. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de remise en question? On en parlait justement, encore une fois. L'ego des ingénieurs bodybuildés de chez Mercedes. Bon, ça, c'est un peu gratos. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'à un moment donné, on va se poser les bonnes questions, même structurellement? Ferrari l'a fait. On est reparti d'une feuille blanche avec Frédéric Vasseur. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui changent actuellement chez Mercedes. Va-t-on un jour aussi ouvrir le dossier Toto Wolff, les gars? Parce que Toto Wolff, il a été beaucoup occupé à nous expliquer publiquement que Max Verstappen l'intéressait, publiquement qu'il pouvait donner une casquette rouge à Helmut Marko pour prendre la suite de Niki Lauda. Frédéric Vasseur, lui, il n'a pas fait beaucoup de déclarations et pourtant il aura réussi à leur shipper Lewis Hamilton. Est-ce que c'est en faisant des déclarations comme ça, en essayant de déstabiliser Red Bull, qu'on construit vraiment une Dream Team sur l'avenir? Et puis, faut-il un choc culturel? Faut-il tout changer dans cette écurie, quitte à changer les hommes, quitte à changer les emblèmes avant la révolution 2026, révolution moteur? On rappelle que la précédente évolution moteur, vous le savez c'était en 2013 et Mercedes était arrivé avec ce V6 hybride qui avait complètement cassé la concurrence. Est-ce que même en allant plus loin, on peut leur faire confiance pour cette révolution moteur? Est-ce que Mercedes a toujours même le meilleur moteur actuellement du plateau? Est-ce que vous êtes inquiet pour ce projet sportif? Moi, franchement, les gars, il faut le remettre en question, ce projet sportif. Je me permets juste un bémol. Faut se rendre compte que, alors c'est peut-être normal pour beaucoup peut-être pas notre génération, mais de la génération peut-être encore plus jeune que nous, gagner 8 titres consécutifs chez les constructeurs, c'est du jamais vu. Complètement. Ce n'est pas normal. Alors aujourd'hui, 3 années sans titre, 4 années, 5 années sans titre, ça pourrait devenir, pour certains, dramatique. Non, ce qui n'est pas normal, ce n'est pas de ne pas remporter de titre constructeur sur 5 ans, c'est d'en remporter 8 de rang. Je suis d'accord avec toi. Mais... Alors pourquoi ce n'est pas normal? Est-ce qu'on peut s'intéresser à l'origine de ces titres aussi? Le moteur, le règlement, le fait d'avoir eu de l'avance. Okay. Alors, attends. Mais que tu le veuilles ou non, ce n'est pas normal. Les menaces aussi. Mercedes, si ce moteur n'était pas introduit, quittait la Formule 1. À une époque où il y a moins de constructeurs. Oui, donc Mercedes a tenu par les balls la Formule 1 en disant « Nous, on est en train de bosser sur ce moteur-là depuis des années. S'il n'est pas introduit, on se barre. » Traduction, on prend en otage le sport. Parce qu'à ce moment-là, les écuries, je vous rappelle je crois qu'on venait de sortir de HRT, de Marussia, Caterham. Puis tu as eu le départ d'Honda, départ de Toyota après la crise de subprime. Et puis 2008, c'est vrai que c'était catastrophique. Enfin, entre 2008 et 2012, pour avoir des écuries en F1, c'était compliqué. Et au final, on a laissé la porte ouverte à des chicanes mobiles. Qui étaient ces 3 écuries qui passaient jamais. C'était le propos de Mark Webber avant de s'envoler. C'était à Valence, non? Oui, à Valence. Où il arrache un panneau DHL. Exactement. Et on se demande comment il est pas mort ce jour-là, d'ailleurs, Mark Webber. Grand bien lui fait. Non seulement il est pas mort, mais il est ressorti vénère, balançant son volant. C'est incroyable. Le crash le plus spectaculaire. Ah oui, clairement. C'est là que tu te dis que bon. Si vous voulez en savoir plus, il y a un excellent bouquin qui en parle. Ah oui, c'est vrai. Oui, la Formule 1 en 80 tours, écrit par Emmanuel Moine et Guillaume Nedelec. Le livre de l'année 2023, de la fin d'année 2023, et que je vous conseille pour les anniversaires, les Noël 2024 aussi, pour ce que vous voulez. Hamza, il prend mes royalties, mon ami. VRP. Ouais, mais il le fait savais tellement bien. Tu savais ce qu'il me filait.
J'ai perdu mon propos. Tu parlais de cette révolution moteur oui, qui cette était. révolution. Mais du coup, Est-ce que c'est pas un peu réducteur pour parler mais c'est pas normal. des Non, 8 en fait. titres alors, consécutifs? je pense Parce que qu'il y a c'est eu- vrai sur les 3 premiers, 3-4 premiers. Voilà, c'est ça. Il y a eu post 2018 avec le nouveau concept, ces voitures Voilà. monstrueuses qui sont 2014, 2015, 2016, rappelle-toi, à l'époque, on parle, il y a ce fantasme vrai ou faux, légende urbaine ou pas, selon laquelle Mercedes était à 50%, Oui, n'utilisait mais pas à ils fond le mettent une moteur. seconde et demie à tout le Et ils monde. mettaient quand même, voilà, donc pour l'intérêt du sport, ils pouvaient mettre 4 secondes à la concurrence et ils ne l'ont pas fait. Bon, peut-être pas, ça, honnêtement, moi personnellement, en tout cas, je n'en sais rien. C'est une légende urbaine qui circule. Peut-être n'est-elle pas légende urbaine d'ailleurs, mais que tu le veuilles ou non, ce n'est pas 8 ans de domination qui sont liés à ce que tu décris depuis le début. Non, mais c'est à minima le début de cette domination. C'est ça. Mais attends, quand tu domines, t'as quand même le temps de te focaliser, comme on l'explique à chaque fois. Pourquoi Red Bull aujourd'hui est la première à ramener des innovations folles? Parce qu'elle n'a pas de problème à régler. Mercedes, c'était pareil, quand ils ramènent le DAS, on se dit oh là là, mais ils sont incroyables, ils sont trop forts et tout. Ça, c'est soit Faut ça, se soit dire- Pôle emploi, quoi. J'ai rien à faire et je me retrouve. Mais c'est un peu ça. Non, mais dans l'idée, on Il n'y caricature. a mais pas en de fait, problématique non, à mais c'est régler. vrai, c'est vrai. Donc il y a toute la créativité possible à ce moment-là, puisqu'on a les bonnes bases, on est sain. Donc c'est pour ça aussi que la domination engendre la domination. Et en faisant ça, Et ils que ont pu le d'autres faire. écuries mettent des jetons au moteur. Des pour, petites choses. Et Donc, hop, des débitmètres un main- peu. Oh, on est rapide aujourd'hui. bien, là. Qui passe depuis Austin du jour au lendemain. Oh mince. Vous avez pas mis de petits trucs là, non? 17 à 18 sur la grille. Je pense- Non, quand même. On exagère un peu. Mais c'est dans l'ADN de Ferrari. S'ils faisaient pas ça, ça serait pas eux. C'est vrai. La Vasseur, ça va être tout tranquille. Alors, attends, il va nous manquer un truc quand même. À deux doigts de partir. Voilà. À deux doigts de partir sur un terrain un peu glissant. Les gars, il y a quand même. Tu dis que c'était pas normal les 8 titres consécutifs. D'accord, mais en 2024, j'ai envie de te dire que moi, je ne trouve pas ça normal que Mercedes soit toujours gangrénée par les mêmes problèmes depuis Alors, 3 ans, là, oui. alors que les problèmes, on les connaît, qui nous les répètent, et que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. Est-ce qu'on ne leur a pas apporté une puissance et une compréhension du sport plus grande que ce qu'elle n'était, parce qu'ils sont arrivés en 2010 avec justement ce moteur dans les valises pour 2014, que pendant 4 ans ils ont pu bosser sans problème, et qu'au moment où le concept aéro est arrivé, ils ont pondu des voitures qui étaient suffisantes en aéro pour que le moteur derrière puisse les amener à la domination. C'était pas des bouses. C'était pas des bouses, des shitbox. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, maintenant qu'ils ont besoin d'une agilité, ils montrent bien qu'ils en manquent. Et que du coup, leurs performances sont dues à de la spécialisation dans certains domaines, qui est... Alors attention, au niveau aéro, ils n'avaient pas des bouses. Hein. peintres, hein, ouais. Ils ont réussi à faire des choses qui menaient la Mercedes à être d'une stabilité quasiment jamais vue pendant 3 ans, 2019, 2020, non 2018, 2019, 2020, où c'était absolument incroyable. Mais en attendant, premier vrai changement de réglementation fort que subit Mercedes, il n'y a plus personne. Et alors, est-ce qu'on peut l'expliquer ça, les gars? On parlait tout à l'heure du cap budgétaire, la fin d'hégémonie. On a vu beaucoup de gens quitter aussi également cette écurie, C'est la grande cette migration écurie Mercedes. avant l'automne. Hein. Non, mais tu vois, par exemple, Ferrari a été, entre guillemets, maligne. Quand il y a eu l'instauration du cap budgétaire, Ferrari a dit, bon, on se lance nous sur le WEC. Comme ça, une partie des gens qu'on employait justement en Formule 1 vont travailler au projet 24 heures du Mans, qui a été quand même grandement réussi. Du côté de chez Mercedes, j'ai eu l'impression que c'est surtout une fuite des talents, une fuite des cerveaux. Et les mecs sont partis chez As aussi. Hein. Oui, complètement. Alors, Ah oui, du oui, coup, chez ça Ferrari, oui, permettait- tout à ça fait. permettait Ouais. de développer Avec et le de siège avoir à des Maranello. retours techniques pour Ferrari. Je suis pas sûr qu'on ait fait ça avec Williams ou Aston. De la part... Pourtant, Aston, il pourrait. Toto Wolff, il possède une partie de. Après, il y a une partie de L'écurie. Maranello. C'est Oui. à Maranello. En tout cas, une partie de Haas à Maranello. Est-ce qu'une partie de Williams. Et t'as Brackley, non? Non, Non. ils sont un groupe. Ouais, tout à Ouais. fait. Mais Tout à peut-être fait. que ça aurait pu être quelque chose aussi de. Ça- Après, Ça dit là- quand même quelque chose, la fuite des cerveaux, les gars. Est-ce que le cap budgétaire a le plus désavantagé Mercedes? Et est-ce que peut-être qu'en interne, un James Walls par exemple qui part chez Williams, oui, il y a un step-up en termes de poste, mais c'est peut-être aussi parce que voilà, l'horizon était barré chez C'est Mercedes. un poste pour James Wolff qui n'était pas refusable. Je pense clairement. que là, tu pouvais pas. Je suis pas sûr que c'est une quelconque incidence avec Mercedes. Par contre, la fuite des cerveaux. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas assez ancré dans l'univers Formule 1 pour avoir cette information. Et je ne sais pas si on n'en fait pas trop dans le sens où j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est juste qu'on en
parlait peut-être pas autant. Plus avec Non, la révolution aéro. c'est quand un même. marqueur. Ouais. C'est un marqueur quand même d'état de forme. Oui, mais est-ce que ça n'a pas toujours existé d'avoir Pierre débauché, du coup tu vas Bah si, mais prendre quand Paul. tu regardes quand ça arrive, Dans des plus petites tu structures. vois bien l'impact. Qu'est-ce qui se passe quand Alonso s'en va de chez Renault? Il n'y a plus de Renault. Mais ça, c'est Tu valable vois pour. En fait, je trouve que c'est valable pour le cas Enstone. C'est-à-dire, quand Schumacher part de Benetton pour aller chez Ferrari, t'as la fuite des cerveaux. Quand Alonso quitte Renault pour aller chez McLaren, t'as une fuite des cerveaux. Pour des grandes entités, telles qu'un constructeur comme Mercedes, on pourrait le dire aussi pour Ferrari, généralement, cette fuite des cerveaux, elle n'est pas aussi marquante et massive que celle qu'on vit ça chez veut peut-être Mercedes. dire qu'en interne aussi, les gens veulent quitter la maison parce que peut-être que justement, il y a ce sentiment de manque d'écoute qui n'est pas présent. Après, encore une fois, c'est de la spéculation, ça. J'en sais rien. Si on était à l'intérieur, on le saurait. Mais moi, je trouve que c'est quand même un marqueur, cette fuite de cerveau. Enfin, je te prenais l'image pour rire tout à l'heure. C'est une information. C'est une information, mais ce que je te dis, c'est que je ne sais pas à quel point aujourd'hui ce que l'on qualifie de fuite des cerveaux assez médiatisé par rapport à avant, tu veux dire? n'est pas plus médiatisé qu'il y a je 10 veux ans, dire. qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Tu vois, mais Jérôme c'était- D'Ambrosio qui quitte Mercedes On n'aurait pas chez parlé Ferrari en il y a 15 ans, 95, c'est peut-être un non-événement. Oui, mais pour autant, ça se trouve, c'est des événements qu'on a manqués et qui ont eu des conséquences qu'on Bien n'a pas pu analyser parce qu'on n'en a pas parlé. On n'a Donc, pas suffisamment de recul, je trouve. Mais moi, je pense que ça a de l'impact. Enfin, encore une fois, là, les discussions qui se passent autour de Red Bull sur un possible départ d'Adrian Newey, c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Évidemment. Mais et pourquoi ce serait pas pareil avec James Allison? Pourquoi ce serait pas pareil avec Sierra? Pourquoi ce serait pas pareil avec Lewis Hamilton? Oh, le fait qu'il lui parte, je suis désolé, mais c'est quand même l'indicateur de l'hiver qui arrive. C'est les oiseaux qui s'en vont en octobre, je vous le dis ça. Il va faire froid, on se barre au chaud. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Mercedes va perdre son plus grand emblème, son plus bel ambassadeur. Mercedes n'a plus gagné ou ne compte qu'une seule victoire depuis 2 ans et 2 Grands Prix. Est-ce qu'à un moment donné, on peut ouvrir le dossier Toto Wolff, les gars? Parce qu'il y a un responsable quand même à la tête de cette écurie. Un homme qui, avec cette révolution 2022, je ne veux pas attaquer au portefeuille parce que c'est un peu gratuit, mais a vu ses émoluments personnels et sa cote-part, on va dire, au sein de l'écurie énormément augmenter. Il est devenu milliardaire grâce notamment à la mise en place du cap budgétaire. J'ai pas l'impression que ces sorties, en tout cas en termes de communication, sont très avisées. Encore ce week-end, c'était le cas l'année dernière, où parfois c'était un peu exaspérant, d'autant plus quand on connaît le charisme et le leadership justement de ce qui est peut-être parmi les plus grands dirigeants de l'histoire de ce sport. Quand on fait le bilan aujourd'hui, Toto Wolff, on va commencer à l'égratigner, on va pouvoir commencer à dire un petit peu de mal, ou non, il est inattaquable au vu de l'histoire. On peut pas nier le fait que c'est un très grand dirigeant et qu'il a prouvé durant des années qu'il savait gérer notamment des égos. Ensuite, qu'il a préféré faire un choix fort en mettant un égo et plutôt quelqu'un, désolé Valtteri, mais plutôt de faire valoir à Lewis Hamilton. Par contre, il montre certaines faiblesses, notamment de gestion du manque de performance. Je pense au fait d'avoir mis autant de temps à mettre Russell parce que crainte de ce que ça peut faire avec Lewis Hamilton. Je pense au fait que depuis début 2022 et depuis la claque d'Abu Dhabi 2021, l'homme qui pouvait paraître comme un robot de gentillesse, de politesse, de classe, en fait c'est plus facile quand tu gagnes parce qu'il a quand même montré quelques craquages depuis ce moment-là. À l'inverse, des mecs comme Christian Horner par exemple, quand il gagnait pas, était beaucoup plus discret que. Mais tu sais, c'est comme dans un gouvernement, quand tu es au gouvernement et que tu tiens ta posture, ça machin, et que quand tu es dans l'opposition, tu fais que gueuler, tu vois. Au final, là, je sais pas, j'ai l'impression que Toto Wolff, c'est pas le même homme depuis 2021. Mais est-ce qu'on n'a pas c'est pas le même gars. Est-ce qu'on n'a pas là aussi, grâce à Netflix ou à cause de Netflix, donné plus d'importance à ces individus? Mais non, mais tu sais très bien que Briatore est ultra important dans les succès de Renault. Tu sais non, mais c'est par le charisme, c'est par le caractère, mais tous ne l'étaient pas. Est-ce que Toto, est-ce que Christian Horner, est-ce que je sais pas. Mais quand Hamilton va voir Toto et que Toto lui dit non, mais crois en ce concept, et qu'Hamilton dit non, ça marchera pas. En fait, à partir du moment où Hamilton perd la confiance en Toto Wolff, est-ce que c'est pas le cas de centaines de personnes à l'usine? C'est des fédérateurs, hein. C'est pas des mecs qui mettent la main dans le cambouis, les dirigeants. C'est des fédérateurs. Est-ce qu'une écurie comme Mercedes peut se permettre d'avoir 10, 50, 100, 500 personnes au sein d'une structure qui a une philosophie, mais qui eux-mêmes ne sont pas ancrés dans cette philosophie? Est-ce que tu ne vas pas chercher des gens justement spécifiquement dans l'optique technologie, ordinateur, développement grâce à cette technologie?
Parce que quand tu es dirigeant, tu trop de flou, en fait, pour t'amènes moi. une vision. Et la vision de Toto Wolff aujourd'hui, aussi bien elle fédérait pendant des années, et qu'aujourd'hui, la vision du tout informatique, on va dire, ça se trouve, elle ne fédère plus. Et que lui a emmené avec lui un paradigme qui est peut-être dépassé. C'est pas forcément Toto Wolff qui a incriminé, c'est peut-être le paradigme qu'il amène pour fédérer ses troupes au sein de Mercedes. Il y a toujours une vision de la part d'un dirigeant. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop vite oublié l'impact aussi également d'un Niki Lauda au sein de cette écurie ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si tu prends Red Bull, Christian Horner, en dehors des affaires actuelles, fait quand même un boulot au sein de cette écurie qui est quand même monstrueux. À quoi ça ressemblerait si par exemple il n'y avait pas un Helmut Marko dans la gestion des pilotes, tu vois cette manière. Voilà, ce serait pas de Red Bull. Et peut-être que on n'a peut-être pas assez bien compris l'impact que pouvait avoir la perte de Niki Lauda. Intéressant ce que tu disais aussi, Hamza, tout à l'heure, le choc culturel. En fait, je vais prendre un exemple, c'est celui de Ferrari. Ferrari, rappelez-vous les débats qu'on avait fait pendant des heures et des heures sur cette écurie 100% italienne avec des dirigeants italiens, des ingénieurs italiens, des mécaniciens italiens et cette écurie qui prenait la pression. Et à un moment donné, du côté de John Elkann, hop, on a cassé, tranché, on a retiré l'état-major italien, on a fait venir Frédéric Vasseur qui lui-même est venu avec des personnalités importantes, une restructuration, il y a une remise en question. À partir de quand Mercedes peut basculer sur un plan pareil ? Est-ce qu'il faudrait le faire avant la révolution 2026 ? Parce que j'ai l'impression que les saisons se suivent depuis 3 ans, se ressemblent et qu'il n'y a pas nécessairement de véritable changement. On a retiré Mike Elliott, qui était le père du concept sans ponton, pour mettre James Allison. Il n'y a pas plus de résultats en début de saison. Je pense que c'est... Peut-être que je me trompe là aussi, mais je pense que c'est trop tard déjà. En tout cas, Mercedes est en retard par rapport à une écurie comme Ferrari. Ferrari aujourd'hui, on le voit avec le travail de Frédéric Vasseur, avec les gens qu'il a réussi à shipper, avec les gens qu'il cible aujourd'hui. J'ai l'impression que Ferrari par rapport à 2026 est en avance dans la conception, pas dans la conception mais dans la constitution de cette équipe. De sa vision. De cette équipe qui va, à partir de avant 2026, mais pour le règlement 2026, amener Ferrari vers le succès ou pas, ça on n'en sait rien, mais en tout cas un succès se construit. Tu peux pas claquer des doigts, y arriver, et Mercedes en sait quelque chose, comme tu le disais. Et tout en plus en F1, c'est important de le dire. Donc, quand tu vois qu'aujourd'hui Ferrari réussit à fédérer finalement un projet avec des éléments extérieurs qui s'assemblent, et que Mercedes, tout à l'heure tu parlais de la fuite des cerveaux, que je minimisais par rapport à son aspect historique, mais qui a un côté quand même important, d'autant plus que justement 2026 se prépare en amont. Oui, j'aurais tendance à être inquiet. Après, il va falloir trouver les hommes. Le problème moi, que j'ai avec Mercedes, et c'est les noms qui sont sortis depuis tout à l'heure, c'est que toutes les personnalités qui étaient censées devenir encore plus importantes chez Mercedes, ou la plupart en tout cas, sont parties. Donc est-ce qu'en interne, tu as des éléments qui sont capables de prendre leurs responsabilités ? Honnêtement, j'en sais rien. Mais disons que à partir de 2026, si tu parles de la prochaine ère, je suis plus optimiste aujourd'hui pour Ferrari que pour Mercedes. En tout cas, la trajectoire démontrée par Mercedes aujourd'hui ne prête pas à l'optimisme. Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui partage ton avis d'ailleurs. Lewis Hamilton. Non mais c'est vrai. Ah oui, c'est quand même malheureusement, on partage le même avis mais pas le même salaire. T'es pas loin. Hein. J'ai vu ta revalorisation, t'es pas loin. En tout cas, il tombe pas dans mon compte en banque. En tout cas, c'est 70 millions. 2 centimes de roupie. Peut-être. Mais c'est 70 millions. Voilà en tout cas pour ce débat, les avis sur Mercedes. Vous nous dites en commentaire justement que doit faire l'état-major de Daimler. Est-ce qu'il faut un choc culturel ? Est-ce qu'on est optimiste aussi pour 2026 ? C'est vrai qu'on n'a pas parlé du moteur Mercedes qui ne nous semble pas être le meilleur moteur actuellement du plateau. Vous nous dites tout ce que vous pensez et nous on vous répond bien sûr. Et puis les commentaires les plus drôles, voire aussi les plus intelligents, passeront dans le courrier des lecteurs à venir dans le prochain mag. Voilà les amis pour cette émission. Juste vous rappeler quand même avant la fin de cette émission qu'on a un partenaire qui nous permet bien sûr d'être toujours vivant, toujours debout. C'est Winamax. C'est Renault. LT ou D. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tout dépend de la lettre à la fin. Voilà, qui nous permet bien sûr de vous proposer tout ce contenu. Le contenu reviendra en plus normalement très rapidement avec des interviews, des sorties, plein de choses. Bref, ça va être absolument extraordinaire. N'oubliez pas que toutes les émissions sont à retrouver bien sûr en podcast et donc Winamax où on vous fait bénéficier si vous souhaitez bien sûr parier sur le sport. Faites-le toujours avec modération, faites-le toujours si vous êtes majeur et ne le faites pas
en recherche de le fameux bouton de l'ascenseur social qui, je vous le rappelle, est complètement bloqué, le pari sportif n'y changera absolument rien, eh bien vous pouvez quand même jouer avec le code promo FT10. On vous offre 10 € de mise eh bien, sur votre premier pari. Donc si vous voulez vous amuser un petit peu et prendre quelques sensations, n'hésitez pas à utiliser ce code promo winamax.fr. Et n'oubliez pas aussi également que les pistonnets sont présents sur Winamax TV, l'émission Pole Position, après les qualifications, avant les Grands Prix. On vous dit tout et on vit les Grands Prix aussi également avec vous. Voilà les gars, merci Brice, merci Hamza. C'était une belle émission, encore une fois, un beau sujet. Grand plaisir. Voilà, exactement. Je pense que le prochain Grand Prix, c'est Melbourne dans 15 jours, mais il est possible qu'il y ait quelques vidéos qui sortent d'ici là. On va travailler notre copie. Et puis voilà, tranquillement, vous aurez peut-être une bonne surprise. Alors activez la clochette, comme on dit, et abonnez-vous bien sûr à FTS. Le nouveau projet qui est parti, c'est vrai que les gens ont beaucoup commenté le fait qu'on ait changé de décor, le fait qu'on ait changé de plateau. Ah, c'est petit, c'est triqué, vous avez l'air d'être les uns sur les autres. Les gars, ça fait partie de la deuxième étage de la fusée et on va surtout essayer de garder l'esprit, mais d'aller encore plus loin dans les propos qu'on peut. Fais gaffe, on dirait Renault Femme. Oui. Non, j'ai pas parlé comme ça. Non, c'est une réorg. C'est pas une crise, je veux dire. Non, ce n'est pas une crise. Pas une crise. On a pris notre envol, c'est pas pareil. C'est une nouvelle réorganisation. Voilà, j'ai très mal fait, mais c'est comme ça qu'on va se quitter. Je vais pas le faire moi. Non, allez, juste une dernière. Femme. Ouais. Je t'abonne à Pierre, t'as bien. Tu vois, je peux pas le faire. Bref, on bossera pas avec Alpine cette année, vous l'avez compris. C'est une blague. Merci à Bruno, merci, merci à tous les deux. Merci à Polo, Jérém, qui était bien sûr en régie, et puis Aymen aussi également, le petit nouveau dans la famille First Team, et surtout Pistonné. Vous avez vu, on est très présent notamment sur les réseaux. Salut les amis, ciao, abonnez-vous. Le podcast toujours possible et disponible. Vous pouvez nous écouter si vous voulez pas nous voir. Salut.